Bonjour à tous, quel bilan peut-on faire de la campagne d'Emmanuel Macron en Guadeloupe? Pourquoi sa campagne a-t-elle paru si timide chez nous? Le président sortant peut-il l'emporter en Guadeloupe? Sylvie Gustave Di Duflo, vice-présidente du Conseil régional et coordonnatrice de la campagne d'Emmanuel Macron en Guadeloupe, est l'invitée de Franc Parler. Sylvie Gustave Di Duflo, bonjour. Bonjour Monsieur Fandéré et bonjour à tous vos téléspectateurs. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Dans quel état d'esprit le camp Macron aborde-t-il ce premier tour d'élection présidentielle en Guadeloupe? Écoutez, je pense que nous abordons ce premier tour avec de la sérénité. Nous savons que nous avons un candidat qui a un énorme bilan sur la Guadeloupe, sur l'eau, sur le plan Sargasses, sur les séismes, sur le quoi qu'il en coûte, qui a été également appliqué aux entreprises. C'est le président qui a sauvé des milliers d'emplois, aussi bien en Guadeloupe que dans l'Hexagone. Donc il faut que nous puissions, jusqu'à la dernière minute, eh bien, diffuser ce bilan. Oui. Justement, quel bilan faites-vous du quinquennat, d'une manière générale, pas seulement par rapport à la gestion de la crise du Covid? Quel bilan faites-vous de ce quinquennat du président sortant concernant les Outre-mer? Alors, je dirais aussi bien dans l'Hexagone que dans l'Outre-mer, un quinquennat qui a été jalonné de crises. Alors, à l'échelon national, évidemment, on a en mémoire les gilets jaunes, on a la crise épidémique et puis maintenant la guerre de l'Ukraine et de la Russie. Mais au niveau de l'archipel de la Guadeloupe, à cela, il faut rajouter la crise sociale que nous avons connue. Et bien évidemment, la crise épidémique a été particulièrement sévère avec nous puisque nous avons eu des confinements, on a eu beaucoup plus de couvre-feu que dans l'Hexagone, tout cela qui impacte de manière durable l'économie, les entreprises. Et donc, lorsque Emmanuel Macron pose 4,8 milliards d'aides aux entreprises et au chômage partiel, eh bien, on voit bien quels étaient les enjeux de ce quoi qu'il en coûte. De votre point de vue, donc, l'Outre-mer, la Guadeloupe, a été bien traitée durant ce quinquennat? Ce que je dirais, c'est que la Guadeloupe a été... nous avons travaillé sur les chantiers. Sur l'activité économique, je ne vais pas revenir, mais nous avons travaillé de concert sur les chantiers, le chantier de l'eau. C'est un gouvernement qui, depuis 2017, a injecté 90 millions d'euros pour établir un service public de qualité. C'est aussi la création du syndicat unique de l'eau. C'est également, ce sont des réquisitions qui ont eu lieu pendant la crise épidémique en 2020, puisque sur le périmètre du FIDER Bélocado, les gens devaient faire face à des tours d'eau en pleine épidémie. Et enfin, sur le plan de relance, c'est 8 millions d'euros supplémentaires. Donc on voit que sur le chantier de l'eau, on a eu un gouvernement qui a été particulièrement proactif pour rétablir un service public de l'eau. Oui, il aurait pu faire mieux. On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Mais en fait, M. Fandéré, le plan d'action d'urgence que nous avons mené avec la collectivité à 73 millions d'euros nous a montré que notre capacité d'investissement est de 30 à 50 millions sur un chantier de l'eau par an en fonction des entreprises qui sont appelées à postuler sur ces marchés. Donc même si on nous avait donné 500 millions d'euros aujourd'hui, on aurait mis quand même quelques années à épuiser ces 500 millions. Le pouvoir central parisien, on va l'appeler comme ça, n'aurait pas dû s'y prendre autrement avec nos régions, notamment s'agissant de la gestion de la crise sanitaire, de l'obligation vaccinale et du sort des personnels soignants? Alors, moi ce que je dirais, c'est que c'est assez inédit, hein, la gestion de la crise épidémique au XXIe siècle. Je crois que ce gouvernement, tout au début, a commis des erreurs. Vous avez vu que finalement, c'est en marchant qu'on apprend à gérer un petit peu la crise. Au départ, c'était des directives très centralisées et puis finalement, on s'est rendu compte que chaque territoire avait des spécificités, aussi bien dans l'Hexagone que dans l'Outre-mer. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des comités de suivi menés par les préfets dans chaque département avec les élus locaux qui prennent les décisions d'appliquer ou pas
évidemment en fonction du taux de contamination, un couvre-feu, la levée du couvre-feu, un certain nombre de choses. C'est vrai que le plan d'urgence, lui, est défini au niveau national, est encadré par la loi. En ce qui concerne la gestion du personnel, bien évidemment qu'on aurait pu faire mieux. On peut toujours mieux faire. Et c'est pour ça que sur cette seconde mandature, ce gouvernement, en tout cas Emmanuel Macron réélu, bien évidemment, il faudra revenir sur cette question. Très bien. Comment expliquez-vous cette campagne si poussive de votre candidat dans notre archipel? L'impression que personne ne voulait trop se mouiller, exception faite des signatures de parrainage. Monsieur Fenderet, on peut parler sans langue de bois. Allons-y. Vous savez très bien qu'il y a eu une poussée anti-Macron très, très virulente, pour cela, aidé en cela par des lanceurs d'alerte, enfin qui se sont autoproclamés lanceurs d'alerte, par des mouvements nationalistes. Et donc, effectivement, la voix, même les réalisations du candidat Macron n'étaient plus audibles. Et donc, aujourd'hui, je le dis, il faut être extrêmement courageux en tant qu'élu de dire qu'on soutient Emmanuel Macron parce qu'il a un bilan et que nous voulons, le GUSR, avec le président Losbar, eh bien, a appelé à voter Macron, à soutenir Macron. Nous sommes aujourd'hui 35 élus parrains à soutenir. Nous sommes le deuxième département ultramarin derrière la Polynésie française à soutenir Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que c'est un président, qu'on le veuille ou pas, de dialogue, de concertation, de co-construction. À partir du moment qu'on amène des arguments qui sont sensés, c'est un président également qui tend la main. Vous avez, on a parlé d'autonomie, on en a parlé, on en parle en Corse avec l'actualité brûlante de la Corse. Sébastien Lecornu, le ministre de l'Outre-mer, a également parlé d'autonomie. Je crois que ce sont des questions qui, pour Emmanuel Macron, sont sans tabou et qu'au moment où il le faudra, quand la population sera prête, eh bien c'est une question qu'on va aborder. Et le président Losbar et Harry Chalus, lorsqu'on a mené la campagne des régionales et des départementales en 2021, c'était quoi? C'était la domiciliation locale du pouvoir avec une gouvernance concertée, partagée entre la région et le département. Donc sur ces questions-là, sincèrement, nous avons un président qui est sans tabou sur la question de plus de domiciliation locale du pouvoir, plus d'autonomie. Ça sera ce que le citoyen aura décidé. Très bien. Ce non-lieu qui se dessine dans le dossier du chlordécone, il faut l'interpréter comment? Circuler, il n'y a rien à voir? Non. J'ai écouté attentivement Harry Durimel, qui est un petit peu l'avocat historique sur cette affaire. Et il le dit bien, c'est la fin des investigations, ce qui ouvre d'autres champs. Il a dit que ça va leur donner accès au dossier, pouvoir voir si les investigations ont été bien menées, sont complètes. Ils pourront toujours faire appel pour des investigations supplémentaires. Et il me semble que le pôle judiciaire a dit qu'il n'y avait pas de mise en examen pour l'instant. Donc il faut que ce dossier aille jusqu'à sa conclusion. Et ensuite, j'ai entendu divers avocats dire qu'il y a encore d'autres recours possibles, à la fois en national ou à la Cour de justice européenne. Pour ma part, je trouve qu'il faut épuiser tous les recours. Et pour avoir discuté avec les représentants de la République En Marche, eh bien en fait, c'est un sujet pour lequel ils sont prêts effectivement à accompagner la population guadeloupéenne. C'est un sujet sensible, vous comprenez que les attentes soient importantes en Guadeloupe? Les attentes sont importantes, d'autant plus que je suis baïfienne et que je vis dans le croissant bananier, comme vous le savez, avec des terres chlordéconées pour plus d'une centaine d'années. Donc avec des problématiques comment dirais-je, d'incidence de cancer de la prostate qui sont particulièrement élevées. Il faut reconnaître que sur ce terrain-là, alors que c'est une crise qui dure depuis 40 ans, Emmanuel Macron a été le premier président à reconnaître bien, le scandale de la chlordécone, à faire admettre le cancer de la prostate comme maladie professionnelle. Et il y a encore du chemin à parcourir.
c'est-à-dire les tests de chlordéconomie. Et puis, il y a à peu près à la mi-mars, avec l'Agence nationale pour la recherche, nous avons lancé le premier appel à projet dans le plan Chlordécone 4, un plan qui est à hauteur de 93 millions d'euros. Ce plan-là, avec cette dimension financière, surpasse le plan Chlordécone 1, 2 et 3. Donc, sur ce point-là, sur ce sujet-là, Emmanuel Macron a répondu présent à la Guadeloupe et à la Martinique. Et je dirais encore une chose, c'est que ce plan Chlordécone 4 reprend toutes les mesures qu'avait préconisées la commission Serge Letchimy sur cette question. Très bien. La crainte pour vous, Sylvie Gustave Di Duflo, soutien d'Emmanuel Macron, c'est qu'il soit battu chez nous par Mélenchon et par Marine Le Pen. Ce serait le pire des scénarios pour vous, les alliés d'Emmanuel Macron? Non, en fait, on est dans un contexte particulier, avec une tension sociale particulière, et beaucoup de gens pensent que le choix, c'est entre le Rassemblement national et la France insoumise. Mais beaucoup de gens qui vont dans cette direction, ne prennent pas le temps de lire les programmes. Et il faut les lire pour comprendre ce qu'il y a. Dans le rassemblement, dans le programme du Rassemblement national, M. Fandéré, à la page 19, Marine Le Pen, qui a complètement lissé, polissé son image, dit clairement vouloir sortir de l'Union européenne. Est-ce que les Guadeloupéens se rendent compte qu'avec un tel projet, il n'y aura plus de fonds européens investis en Guadeloupe? Je rappelle que tous les 6 ans, nous recevons 1 milliard de fonds européens, que ce soit du FEDER, du FEAN, du FSE ou du FEADER. Donc imaginez aujourd'hui la Guadeloupe sans cet investissement majeur d'1 milliard d'euros tous les 6 ans, vous voyez que nous courons à la catastrophe. Et c'est vous dire aussi que cette candidate, à aucun moment, n'a pensé à l'impact que ça pourrait avoir sur les régions ultramarines qui bénéficient de ces fonds de solidarité européens. Et ensuite, vous avez Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon avec la France insoumise. Le candidat, là aussi, je vois que tout le monde appelle à voter le candidat de la France insoumise, comme si c'était une alternative à Emmanuel Macron. D'accord? Ils ne se rendent pas compte de ce qu'il y a dans le programme. Et aujourd'hui, il faut le dire, ce candidat appelle à la suppression de l'octroi de mer. Monsieur Fandéré, cet octroi de mer qui sert à préserver la production locale, elle sert à qui? Elle sert en priorité aux collectivités, aux communes, qui reçoivent aujourd'hui 40%, plus de 40% du budget des communes est abondé par l'octroi de mer et par la taxe spéciale de consommation de carburant. Donc, vous voyez, ce que je veux montrer à la population, c'est que vous avez des candidats qui sont dans la grandiloquence, d'accord, qui sont dans des effets de manche, mais le quotidien. Quand on supprime l'octroi de mer, ça veut donc dire que pour nos collectivités, pour nos communes, il faudra trouver 40% de leur dotation de fonctionnement ailleurs. Comment fait-on? Comment fait-on pour que nos collectivités puissent assurer le service public? Donc voilà 2 points emblématiques sur ces 2 candidats et je pourrais vous en donner d'autres, évidemment. Quels sont vos autres arguments pour convaincre de voter Macron pour cette présidentielle? Quel programme pour les Outre-mer? Je dirais simplement il nous faut poursuivre les chantiers. Emmanuel Macron a fait une vidéo, d'ailleurs une vidéo spécifique à chaque Outre-mer. Nous ne voulons plus d'un discours qui soit identique, que vous soyez en Guyane, en Guadeloupe ou en Polynésie française. Nous n'avons pas les mêmes enjeux, nous n'avons pas les mêmes territoires. Donc déjà, Emmanuel Macron a entendu qu'il fallait un discours spécifique et un programme spécifique pour chaque territoire ultramarin. Ensuite, monsieur Fandéré, ce que je dirais là-dessus, c'est qu'il nous faut poursuivre nos chantiers. L'eau, je vous l'ai dit, il faut 500 millions d'euros pour mettre à niveau l'eau et l'assainissement. Nous comptons avoir une négociation très précise avec le prochain gouvernement. Ensuite, M. Fandéré,
Nous avons également d'autres chantiers. Nous avons les sargasses qui sont en train d'arriver. Un premier plan à 24 millions d'euros. Quand le gouvernement est venu nous présenter en région le plan national Sargasses 2, qui était encore à 24 millions, nous avons dit nous ne voulons pas. Ça ne correspond pas aux besoins des collectivités pour les aider à collecter les algues sargasses. Et finalement, nous avons co-construit ce second plan, ce qui fait que nous sommes passés à 36 millions d'euros. Et nous avons étendu certaines mesures dans ce plan-là. Monsieur Fendere, connaissez-vous un gouvernement qui a financé 600 millions d'euros la construction du CHU? C'est inédit, puisque les 600 millions viennent uniquement de fonds État. Beaucoup en avaient parlé. Puis-je vous rappeler que c'est sous Xavier Bertrand, sous Jacques Chirac, lorsqu'il était ministre de la Santé, qu'il avait été décidé de la construction de nouveaux CHU. Nous avons vu passer Nicolas Sarkozy, nous avons vu passer François Hollande, et finalement, c'est Emmanuel Macron, d'accord, qui décide que les 600 millions seront bien là, bien présents, et qui fait que d'ici 2023-2024, nous aurons un nouveau CHU. Donc, vous voyez bien que les chantiers sont nombreux, et puis des chantiers extrêmement structurants, parce que la construction d'un CHU, c'est à la fois lutter pour donner un service de qualité à la population. La faculté de médecine de plein exercice vient compléter cet ensemble, puisque nos étudiants vont pouvoir faire tout leur cursus médical à l'Université des Antilles. C'est aussi la fin du numerus clausus. Chaque année, nous avons 800 étudiants qui se présentent au concours de l'école de médecine. Aujourd'hui, seuls les 110, les 120 premiers peuvent devenir médecins. Vous voyez bien que tout le reste, et pourtant, ce sont des étudiants brillants qui quelquefois ne réussissent pas à un point ou un demi-point. Donc, si on peut aider ces jeunes-là à faire les études médicales qu'ils souhaitent, c'est lutter contre les déserts médicaux. Donc, ce CHU, la faculté de médecine de plein exercice, le campus sanitaire et social sur lequel la région Guadeloupe va venir adosser tout ça, la fin du numerus clausus, fera que dans les années à venir, ce CHU sera un vecteur d'attractivité pour la santé et qu'on viendra de toute la Caraïbe, même d'Amérique centrale ou d'Amérique latine pour venir avoir des soins dans cet hôpital. Parfait. Que vous inspire justement la nomination de Gérard Cotellon à la direction générale de l'ARS de La Réunion? Son successeur à la tête du CHU de Guadeloupe, quel qu'il soit, sera forcément mieux traité. Vous avouerez que le départ de Gérard Cotellon, c'est un peu un échec. Un échec pour tous les parents qui envoient leurs enfants faire des études, acquérir des diplômes, et qu'une fois diplômés, que ces enfants reviennent prendre des postes à responsabilité dans leur pays. Moi, en tant que maman de 2 étudiants, c'est la question que mes enfants me posent. Maman, où se trouve notre place dans cette Guadeloupe lorsque nous reviendrons diplômés et que nous aurons des postes à responsabilité? Est-ce que nous serons traités de manière pire que ce qu'on peut faire si c'était quelqu'un issu de l'Hexagone qui serait venu? C'est une vraie question, Monsieur Fendere. Gérard Cotellon, il faut le saluer pour le travail qu'il a accompli. Je crois qu'il a fait l'unanimité auprès du personnel, auprès des médecins. Il a su créer un tissu, je dirais, fort. Il préparait le départ vers le CHU. Il va laisser un vide pour tous ceux qui ont pu le côtoyer, pour son humanité. Mais sincèrement, nous, Guadeloupéens, nous puissions traiter un homme de la sorte, oui, il reste un goût de tristesse et d'amertume. Et quelle est votre lecture du sort réservé par la justice aux grands frères, transférés un à un dans l'Hexagone pour les faits qui leur sont reprochés suite aux événements de la fin de l'année 2021 en Guadeloupe? Il faut laisser faire la justice? Alors écoutez, Monsieur Fendere, je vous l'ai dit, moi je suis sans langue de bois, je ne connais pas beaucoup ce dossier. Tout ce que j'en sais, c'est ce qu'on peut lire, mais la justice, vous le savez bien, elle ne s'étale pas sur la voie publique.
Les informations fiables que nous avons pu obtenir, c'était par la voie du procureur de la République lorsqu'il avait fait sa conférence de presse. Moi, je suis attentive au suivi de cette affaire. Ses grands frères sont, comment dirais-je, ils ont leur avocat qui s'exprime également. Il faut être extrêmement attentif. Si effectivement l'État engage des procédures qui ne sont pas légales, il faut que les avocats interviennent et ils auront mon soutien politique personnel. Par contre, si effectivement nous sommes dans une procédure légale, avec des informations que je ne possède pas, que vous ne possédez pas, il faut regarder d'un peu plus près et être attentif au suivi de ce dossier. Le 21 octobre dernier, vous avez été élue présidente du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité. Où en êtes-vous dans votre feuille de route, singulièrement au bénéfice de la Guadeloupe? Alors écoutez… Même si c'est un office national. Voilà, l'Office français de la biodiversité, c'est un budget de 514 millions d'euros, c'est près de 2000 personnels. Je prends mes marques parce que c'est un conseil d'administration avec différents acteurs où les grands enjeux nationaux sont traités. Je retrouve souvent à faire l'interface entre le monde agricole, le monde des chasseurs, les associations de préservation de la nature. En ce qui concerne la Guadeloupe, Monsieur Fandéré, l'Office français de la biodiversité a acquis une force de frappe avec l'Agence régionale de la biodiversité que nous sommes en train de monter en puissance. Et ensuite, c'est aussi une vraie opportunité. L'antenne Antilles, c'est-à-dire Saint-Martin, Martinique et Guadeloupe, est localisée aussi en Guadeloupe. Donc, ce qui fait que nous avons tous les outils, Monsieur Fandéré, pour arriver à une préservation de notre biodiversité. Après, maintenant, la question que je pose, c'est lui, le Guadeloupéen, nous, le Guadeloupéen, qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour préserver notre biodiversité? Quand on voit les décharges dans des forêts du Nord-Grande-Terre, quand on voit des débris, des déchets jetés dans la mangrove, parce que ça sent pas bon, on estime que, eh bien, alors que la mangrove, c'est un milieu essentiel pour, comment dirais-je, qui sert d'écosystème nourricier pour le développement de nos poissons. Et puis, c'est aussi, ça empêche l'érosion de notre littoral. Donc, probablement, dans les semaines à venir, les mois à venir, nous allons mener une campagne d'envergure, de mobilisation citoyenne. Il faut que le Guadeloupéen se réveille, petit déjeune, goûte digne biodiversité et comprenne que ce que nous avons ici est exceptionnel. Merci à vous, Sylvie Gustave-Di Duflo, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Fandéré. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur votre chaîne locale.